Un épisode pour introduire le concept du Regional Innovation Challenge, RIC. 11 épisodes pour les auditions dans le cadre du RIC avec les 30 candidats, soit 10 par pays de Maurice, Madagascar et des Comores. Un épisode pour l'annonce des finalistes. 5 épisodes pour la phase de l'accélération des idées pour les finalistes des 3 pays. 3 épisodes pour l'audition des finalistes de chacun des 3 pays. Un rythme effréné à la télé depuis le 19 avril dernier et même avant, avec toute une organisation à mettre en place avec ses difficultés pour montrer à la télé des idées innovantes dans le cadre du projet Twinex qui veut promouvoir une filière déchets-énergie dans le sud-ouest de l'océan Indien. Et nous arrivons ainsi à présent à l'étape de la grande finale, produite par la MBC. Un candidat a été choisi parmi les 5 candidats de chaque pays. Toute une aventure qui devrait bientôt se terminer pour nous révéler le grand gagnant. Bienvenue à la finale du Regional Innovation Challenge 2025. Vous avez 5 minutes pour votre présentation et 3 minutes pour les questions. C'est à vous. Je veux vous parler d'un feu, mais pas n'importe quel feu. Un feu qui ne détruit pas, un feu qui construit. Aux Comores, comme beaucoup d'endroits dans le monde, on cuisine encore avec du bois et du charbon qui est coûteux. Des forêts détruites, des femmes exposées à des fumées toxiques, des déchets brûlés à ciel ouvert ou tout simplement jetés. Et pourtant, ces déchets comme coque de coco, feuilles de manguier, épluchures de bananes, d'autres déchets sont des ressources insoupçonnées. Avec mon équipe, on se posait une question simple. Et si ces déchets deviennent une source d'énergie propre? C'est là où est née notre innovation. Un seul appareil a 4 fonctionnalités. Un réchaud à biomasse qui maximise l'efficacité énergétique, un four intégré qui réduit les gaspillages liés au délestage, un séchoir qui sèche les déchets qui sera utilisable dans la chambre de combustion et aussi une chambre de dégradation thermique qui produit du biocar. Notre appareil a beaucoup de bénéfices. Il réduit les fumées, il crée de l'emploi, il sèche les récoltes et même il produit du biocar. Un biochar qui est un amendement agricole. On peut même utiliser ces biochars pour produire du charbon vert qui sera utilisable dans la chambre de combustion. Les déchets deviennent des ressources. Nous formons les ateliers pour fabriquer des prototypes et aussi les agriculteurs enrichissent leur sol grâce au biocar. Les femmes, les restaurants, les grillades, les ménages réduisent leurs coûts en énergie. Mais ce n'est pas tout. Notre invention n'est pas qu'environnementale, il est aussi un modèle économique durable. Ce réchaud est fabriqué localement avec des matériaux locaux ou des bouteilles de gaz recyclées. Nous vendons ce réchaud à un prix abordable avec accès au microcrédit. Un service de maintenance est fixé à 10 € par an. Mais ce n'est pas tout. Notre projet n'est bien plus qu'un simple appareil. Il est un outil de transformation, un levier d'autonomie. Pour une personne qui choisit de changer du combustible à l'usage de notre réchaud, il peut économiser 20 à 30 € sans vendre son biocar pour un temps de retour sur investissement de 8 à 11 mois. Un feu, pas celui qui détruit la nature, mais celui qui chauffe, qui nourrit et qui fertilise. Un feu maîtrisé, recyclé et autonome. En 2025, imaginez une cuisine comorienne sans fumée, sans charbon, sans dépendance. Un réchaud, un séchoir, un biocar et peut-être un nouveau départ pour la région. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous avez terminé votre prototype? Oui, on a terminé le prototype et on a fait des tests. Comme vous le voyez, là, on était en train de cuire les repas.
dans la marmite, là, ce sont les repas que nous étions en train de cuire. On a produit le biocar, mais on n'a pas eu le temps de tester le biocar dans l'agriculture. Vous dites que vous produisez de chauffage avec des déchets, donc différents types de déchets. Quand vous allez ramener tous ces déchets-là ensemble, vous allez chauffer, automatiquement, vous aurez du gaz, peut-être des gaz nocifs. Est-ce que vous avez fait des analyses pour voir si vous avez du monoxyde du carbone ou d'autres gaz à base d'azote qui peuvent être nocifs? On n'a pas fait les tests sur les gaz, mais là, on sèche les déchets pour mettre dans la chambre de combustion. Et ça, la chambre de combustion, elle est enfermée. On contrôle, ça c'est contrôlé, la chaleur, le monoxyde de carbone qui sort ici. Ça sert un peu parce qu'on a fait un système pour enfermer la chaleur qui va sortir. Et le carbone qui est là, ça sera... Tout est emprisonné? Oui. Dans votre système? Oui. Alors moi j'ai une question sur votre modèle économique. Parce que là, vous avez donc sorti un produit que vous pouvez commercialiser à 230 €, ce qui est quand même encore assez cher. Et donc, je voudrais savoir qui seraient vos utilisateurs, a priori, et comment vous allez faire pour commercialiser votre réchaud. Nous, on a choisi les utilisateurs qui vont utiliser ça. Ce sont les ménages, surtout les ménages qui sont ailleurs pas à Moroni, pas sur le capital. Parce que là, on utilise beaucoup de charbon et beaucoup de bois qui détruit la nature. Donc, nous, on a fixé un prix de 230 €, mais on ne paye pas le 230 € directement. Comme je le dis, on paye via un paiement échelonné. Donc, quand on fait les tests, il y a des ménages qui sont venus et disent « Ah, ça c'est bien, nous on achète un four et il n'y a pas d'électricité et on n'arrive même pas à l'utiliser. » Donc nous, le four là, on met les déchets et il cuit et les repas et les gâteaux par exemple. On peut prendre une dernière question, Vicky? Oui, parlez-nous un peu comment vous imaginez la collecte, le stockage un peu de ces déchets. Nous, on fait un prototype pour les ménages. Et chaque ménage ou bien chaque restaurant, il fait des déchets. Donc, quand il a déjà utilisé ces déchets, il met dans le séchoir pour sécher et l'utiliser. Mais on ne va pas faire des collectes de déchets. On l'a fait pour les ménages et aussi les restaurants. Merci beaucoup pour votre présentation, madame. Merci. Bienvenue, monsieur. Donc, nous vous écoutons pour votre présentation. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la technologie pour valoriser le résidu de distillation pour la production d'huile essentielle de girofle. Donc, la solution, c'est quoi? Vous savez que pour produire ces huiles essentielles-là, on a besoin d'eau, on a besoin des feuilles, on a besoin du bois. Donc, la solution, c'est justement d'utiliser le résidu-là comme alternative au bois de chauffe. Donc concrètement, c'est quoi? On a la chaudière ici qui est utilisée dans le processus de distillation et on a intégré ici un foyer fabriqué avec les matériaux locaux. Donc sur ces vidéos-là, vous pouvez voir la vidéo de gauche, l'opérateur en train d'utiliser le résidu comme alternative au bois de chauffe et sur la vidéo de droite, la production en huile essentielle elle-même. Donc là, l'hydrolat et l'huile essentielle qui ressort du condenseur. Donc, les résultats, c'est quoi? Après avoir obtenu le financement, on a fait la convection en une semaine. On a pu utiliser le système durant 4 semaines. Durant ces 4 semaines, nous ont permis de réutiliser 33 tonnes de résidus, c'est-à-dire 24 cycles de distillation. On a pu économiser 24 stères de bois et produit 168 kg d'huile essentielle. Donc, les impacts sont multiples au niveau énergétique déjà. D'utilisation, la disponibilité de 33 tonnes de résidus. C'est une autonomie énergétique, ça va assurer aussi la pérennité de l'exploitation sur ce volet-là. Sur l'économie, donc, en 4 semaines, on a pu générer 900 € de chiffre d'affaires. On a pu économiser 48 € pour l'achat du bois
et on a reversé jusqu'à 403 € à 30 paysans. L'aspect environnemental, on a vu tout à l'heure qu'on a épargné 24 stères de bois, on a évité la déforestation de 0,23 hectares de forêt et on a prévenu l'amoncellement de ces résidus. Donc la technologie, elle est innovante. On a utilisé des matériaux réfractaires fabriqués sur place, c'est une technologie low-tech, donc pas besoin d'électricité, pas besoin de transformation préliminaire. Donc elle est efficace, elle est facile d'utilisation et elle est surtout facilement réplicable. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est qu'on va réduire, on va épargner 3000 tonnes de bois par an. C'est l'équivalent de 4000 hectares de forêt. Donc ce qui nous amène à notre business model. Donc on va proposer cette valeur-là, donc l'efficacité, c'est-à-dire qu'on peut toujours atteindre le rendement et la qualité de l'huile avec le bois comme avec le résidu. Donc ça va réduire aussi le coût. On n'a pas besoin d'aller chercher du combustible ailleurs. Donc le combustible, c'est déjà sur nos pieds. Il ne reste plus qu'à le réutiliser. Et ça va assurer l'autonomie énergétique, la pérennité de l'exploitation, la durabilité. Au niveau environnemental, donc c'est l'écologie. Et pourquoi pas produire de l'huile essentielle avec le label EcoFriend. Donc, pour le moment, le segment de clients, ça va être les fabricants d'alambics, mais on peut aussi étendre vers les productions de chaleur, par exemple les séchoirs, les foyers, les fours et les autres applications. Les canaux de distribution, donc, c'est le réseau interprofessionnel, les ateliers, les marketing digital et les programmes d'appui. Finalement, donc, au niveau des clients, donc, la relation client se baseront sur le service après-vente, le conseil, la formation, le suivi des besoins. Le flux de revenus, ça va constituer principalement donc, par la vente du matériel et aussi donc, l'installation. On peut aussi profiter des diagnostics au niveau technologique et énergétique. Après, donc, les ressources clés, bien évidemment, donc, on a cette expertise-là. On l'a expérimenté déjà depuis 10 ans. Ça a marché. Les matériaux réfractaires qu'on fabrique aussi résistent très bien à ce processus de gazéification et de combustion. Et bien sûr, les compétences en construction. Donc, les partenaires, bien, ce sont les programmes, les ONG, l'administration, l'interprofession et les business. Après, donc, l'activité et la structure de coût. Donc, naturellement, ça va être l'étude de la conception, la fabrication, après la commercialisation. Et le structure de coût, ça va être les matériaux, tout ce qui est les coûts de production, le marketing et bien sûr le service après-vente. Donc, sur ce, je termine mon intervention. Je suis disponible pour les éventuelles remarques. Moi, je voudrais avoir un peu plus de détails en fait sur votre modèle économique, toujours, parce que vous ne nous avez pas beaucoup éclairé sur les coûts de fabrication. Vous nous avez parlé des gains pour les paysans, mais qu'en est-il des coûts et qu'est-ce que ça implique en termes de création d'entreprise de votre côté, vos coûts à vous? D'accord. Cette installation-là, hormis donc les frais de conception, elle peut se négocier entre 800 et 1000 €. Donc ça peut être exorbitant, mais ce revenu-là, il peut être retrouvé en 4 mois d'utilisation. Le simple fait d'utiliser ce foyer-là permet de créer plus de revenus, déjà donc plus de travail pour l'exploitant, mais aussi des revenus pour les paysans et surtout épargner donc la déforestation. Vous ne pensez pas que c'est un peu surévalué le revenu dans votre présentation? Ce n'est pas surévalué. Donc, c'est vraiment estimé à partir du cours de l'essentiel, du contexte. Nous-mêmes, nous sommes des exploitants. Et les chiffres qu'on vous a annoncés là, donc, ce sont vraiment les résultats qu'on a obtenus, c'est-à-dire qu'en 4 semaines d'utilisation, 900 € de revenus. Ça, c'est pour le Niaouli. Mais si on va utiliser le girofle, on va encore monter plus, puisque le girofle a une valeur plus élevée sur le marché international. Vous allez utiliser des résidus de distillation. Est-ce que vous avez des quantités suffisantes pour des productions consistantes d'huile essentielle? Voilà, donc la particularité justement de ce foyer, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais introduire 500 kilos, je vais avoir 500 kilos de résidus.
Ces 500 kilos-là sont amplement suffisants pour la distillation du lendemain. Et même si on va utiliser le combiné avec nos foyers, nos chaudières, on peut même économiser puisque l'eau contenue dans le résidu, là, donc, ça contribue à l'enrichissement du pouvoir calorifique du gaz obtenu. Donc, ça suffit amplement. Donc, techniquement, il y a une continuité dans la Justement. production avec la quantité de matières premières que vous avez. Voilà, vous l'avez dit, plus vous produisez, plus vous avez de Et l'énergie. c'est ça l'innovation de votre C'est projet. ça l'innovation, justement, puisque la pratique actuellement, c'est tout simplement utiliser le bois à tort. Et là, maintenant, lorsqu'on a du résidu, on les réutilise, donc on évite tout, on gagne et ça profite à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vois que vous avez des échantillons d'huile essentielle. Oui. On peut demander aux membres de jury d'aller jeter un coup d'œil sur votre production D'accord, d'huile donc ce essentielle. sont quelques échantillons ici des productions d'huile essentielle à Madagascar. Je vous invite ici à vous approcher, s'il vous plaît. Donc là, vous avez toute une variété. Hein? Toute une variété, donc Et tout ça, c'est fait à partir du résidu. des résidus de Résidu distillation. d'extraction. Et c'est votre marque. C'est notre marque. D'accord, très bien. Donc l'innovation engendre une commercialisation. Oui, ça engendre une commercialisation. Donc, Ça engendre une commercialisation. l'innovation engendre une commercialisation de produits et vous avez un marché déjà là à Madagascar oui. et ailleurs. Est-ce que vous comptez sur l'exportation également? Oui, on compte sur l'exportation. Mais l'innovation aussi, ça permet de donner, de générer des revenus pour les paysans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de revenus. Donc, leur source de revenus, Donc ça c'est crée la des emplois forêt. également. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous écoutons votre présentation. Bonjour les membres du jury. Notre présentation sera axée surtout dans notre parcours avec les micro-organismes indigènes. Tout d'abord, plusieurs pays au monde, y compris les pays membres de la COI, font face à une augmentation des déchets solides annuellement. Et le plus grand défi, c'est de trouver une solution durable pour la gestion et la valorisation des déchets. Venons à nos fermes à Maurice. On produit environ 130 000 tonnes de déchets solides et 130 millions de litres d'effluents. Et là, nous nous sommes posé la question, existe-t-il des solutions accessibles et rentables pour une bonne gestion des déchets dans nos élevages et qui touchent l'intérêt de l'environnement? Après avoir consulté plusieurs journaux scientifiques, nous avons réalisé que la réponse se trouve dans la nature elle-même. Et on a réalisé aussi le potentiel immense des micro-organismes indigènes. De ce fait, nous avons développé notre propre prototype. Notre IMO est conçu à la base de riz cuit. On a placé le riz dans des silos en plastique, fermés mais aérés, et transféré dans un habitat naturel. Après 3 jours, l'émoisisseur noir et vert est retiré du riz fermenté et on a ajouté de l'eau et du sucre et on l'a laissé fermenter pendant 7 jours encore. Dès le 10e jour, le IMO est prêt à être utilisé. Le composant clé de notre produit est le micro-organisme indigène, le starch soluble, le sucre et le eau non chlorée. Et on note aussi que nos produits ne contiennent pas la salmonelle et l'E. coli. Et la durée de vie de l'IMO est supérieure à 6 mois. Les tests pratiques effectués dans les environnements réels, sur la station de la Farée à Curepipe et ensuite chez les éleveurs, l'IMO démontre une diminution des odeurs, diminution des mouches et aide dans la décomposition des matières organiques. Avec le seed money reçu, nous avons apporté des améliorations à notre produit. On a optimisé la qualité et la quantité des micro-organismes et on a aussi créé notre produit fort qui est le IMO biofertilisant, qu'on l'a surnommé le Soil Life Giver. En résumé, notre projet cadre bien avec le Green Circular Economy et l'IMO comporte plusieurs avantages. Il aide dans la décomposition des matières organiques, la diminution des mouches et des odeurs et l'amélioration de la fertilité des sols. Et maintenant, j'invite Mme Ramtoel à poursuivre avec la présentation. À ce stade, notre projet de recherche a pris une tournure entrepreneuriale.
La question reste, comment rendre l'IMO accessible aux agriculteurs dans la région de la COI? Nous avons pensé au patenting, branding, l'emballage, positionnement du produit moins coûteux sur le marché, un bon système de communication, la formation de nos utilisateurs et l'entrepreneur. Et là, il faut bien préciser qu'on a besoin d'aide pour le patenting et le positionnement de nos produits sur le marché régional. Nous avons l'honneur de vous présenter notre logo, l'arbre de vie. Et nous avons comme brand l'IMO Synergie. Finalement, nous sommes arrivés à nos 3 produits destinés au marché local et le pays membre de la COI, notamment le IMO All-Rounder, IMO Compost Inoculant et le IMO Biofertilisant, aussi connu comme le Soil Life Giver. Les points forts. Nos produits IMO est innovant, polyvalent, facile à produire à partir des ressources locales. Nos produits coûtent moins de 5 roupies le litre, nécessitent peu d'investissement. Pour conclure, les micro-organismes indigènes ne sont pas juste une solution agricole, ils sont les symboles d'un changement. C'est lui qui commence par l'observer, comprendre et respecter la nature. Merci beaucoup. Quand vous parlez de micro-organismes indigènes, ça me vient à l'idée, est-ce que c'est endémique ou bien c'est indigène, ça se voit également ailleurs, ce type d'organisme? Les micro-organismes indigènes, c'est site spécifique. Il se peut ce qu'on a à Maurice est différent qu'on a dans la Réunion. Ça peut être différent de ce qu'on a dans les Comores. Est-ce que vous avez fait des tests? Les micro-organismes indigènes qu'on a collectés, disons, dans une région de Chamarel, et celui qu'on a connecté dans la région de, disons, Grand-Bé, il se peut qu'il y aura des différences. Mais on n'a pas effectué cette différence. Est-ce que vous allez les classer dans la catégorie des micro-organismes efficaces? On appelle ça effective microorganisms en anglais. Et ce qui est intéressant avec le micro-organisme indigène, c'est un consortium de microbes. Ce n'est pas juste un, deux. Ils vivent en groupe. On n'a pas fait l'isolation. Et pour nous, on va dire, cette technologie de microbiotechnologie est very powerful, on va dire. Merci, madame. Bien, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en quoi votre projet est innovant? Notre projet, c'est dans l'approche qui est innovant. Et dans la formulation de notre produit, et ça se trouve dans la méthode qu'on a procédé pour faire notre produit. Et aussi, à partir de l'IMO, on a développé plusieurs gammes de produits, comme le IMO inoculant pour le compostage, le IMO biofertilisant, et on pense à servir le IMO pour faire notre biopesticide. On a déjà fait la formulation, mais ça va demander du marché. D'accord, merci, monsieur. Vous projetez d'étendre ça dans les pays de la COI. Est-ce Oui. que vous avez fait une évaluation des coûts que cela représentait si on le fabriquait dans les autres pays de la COI? Les ingrédients qu'on a utilisés pour faire le IMO, on utilise du riz et que le sucre. Et je ne crois pas que ces ingrédients coûtent cher dans les autres îles. Une dernière question. Oui. Quel est votre modèle commercial? Notre modèle commercial, c'est promouvoir l'IMO comme un low-cost technology. C'est low-cost. Et la façon qu'on va promouvoir, c'est qu'on va servir le social media pour promouvoir le online ordering. On a pensé à ça. Et on a aussi mis en face sur la formation. Vous pouvez avoir un bon produit, mais les personnes ne savent pas comment l'utiliser. Alors, l'utilisateur, même les entrepreneurs qui vont s'engager avec le produit, ils doivent passer par la formation. Vous avez parlé de brevetage. Où en êtes-vous? Mais on est venu juste l'idée, on a juste travaillé le logo et la brand. Ce n'est pas officialisé, mais on a travaillé que le design. Parce que c'est plus facile de vendre le brand que le but du produit. Et au niveau d'une organisation comme le FARE, je pense que le brevetage va être un élément essentiel. Définitivement. Parce que ce qu'on a fait, c'est initialement, comme madame avait dit, c'était un projet de recherche. Maintenant, ça a pris une tournure entrepreneuriale. Et à FARE, ce qu'on fait, on développe les produits. De certaine façon, on crée l'agribusiness opportunities. Et là, le coût rentre en jeu, tout ça. Il faut convaincre. Et on a fait un package. Ce que vous voyez, c'est un package total, depuis la conception jusqu'au marketing. L'équipe de FARE, merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.